Ok. Donc voilà, donc ça enregistre Sarah. Donc Parfait. comme rebonjour Sarah, on a discuté 2 minutes avant l'interview. Merci d'avoir accepté l'interview sur ce thème qui est enrichissant, qui est particulier aussi, un thème qu'on connaît pas forcément, en tout cas le grand public et même beaucoup de thérapeutes, dont moi, parce qu'on les connaît, parce qu'on les accompagne de temps en temps indirectement, mais on ne connaît pas le fond, si j'ose dire. Et c'est vrai que si tu peux nous apporter de la matière, des connaissances, nous aiguiller et nous expliquer aussi qui tu es et puis pourquoi tu en es venu à ces accompagnements, si tu veux bien. Merci, merci Marc de m'avoir proposé cette interview. En fait, je trouve que c'est important d'en parler parce que d'un côté, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler où beaucoup de gens ont un avis sur, sur le TDAH de manière globale. Et en même temps, je trouve que les choses qui sont les plus importantes et les plus intéressantes, elles sont souvent pas connues ou méconnues ou mal connues. Donc, il y a quand même des informations qui sont importantes à transmettre et je pense que bah, c'est typiquement ce genre de discussions qui peuvent être intéressantes de pouvoir donner des informations qui vont à l'encontre de ce qu'on entend un peu dans le quotidien, un peu partout comme ça. Et que voilà, c'est important pour moi aussi de pouvoir parler des problématiques qui sont en lien avec le TDAH, mais qui sont vraiment parfois subtiles et puis qui peuvent apporter des grandes souffrances aux personnes qui les vivent. Et je pense que c'est important qu'on puisse donner ces informations justement de manière concrète, quoi, vraiment. Est-ce que tu veux bien nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est le TDAH, justement, pour Alors qui... oui, ben justement, dans les grandes lignes, pour ne pas rentrer dans des détails médicaux qui, je pense, c'est pas ça le plus intéressant, mais dans les grandes lignes, donc le TDAH, c'est donc un trouble du déficit de l'attention, mais il porte assez mal son nom parce qu'en fait, on reste un peu coincé sur le fait que c'est des gens qui n'arrivent pas à se concentrer. C'est un peu ce qu'on entend tout le temps et ben, c'est un peu la problématique, c'est que c'est bien plus vaste que ça et ça ne se résume pas du tout à un problème de concentration parce que déjà dans TDAH, donc T pour trouble, D déficit, attention, hyperactivité, il n'y a pas toujours une forme d'hyperactivité comme on peut l'entendre. Enfin, pour moi, il y a toujours une hyperactivité cognitive, mais il n'y a pas toujours, c'est pas toujours des personnes qui bougent tout le temps ou qui sont sans arrêt en mouvement. Et puis, c'est pas non plus des personnes qui n'arrivent pas à se concentrer. Ce qui est important de comprendre, c'est un déficit attentionnel. Donc, c'est une attention qui va varier entre une hyperfocalisation dans certains moments, dont on pourra parler tout à l'heure. Et donc, il peut y avoir une attention, donc une concentration qui est vraiment tout à fait présente, mais qui va varier en fonction des sujets qui monopolisent l'attention, en fonction de la journée, du moment, voilà, de plein de choses. Et, euh, et donc, eh bien, parfois, on le résume à des choses toutes simples. Par exemple, chez les enfants, un enfant qui bouge tout le temps, on va se dire, bah, tiens, il a un TDAH, ou bien alors on va dire, bah, non, c'est pas possible qu'il ait un TDAH parce que il arrive à rester concentré sur certaines choses, sur ses jeux vidéo, des choses comme ça. Et donc, on passe à côté de ce qui est le plus important, c'est donc bah, la souffrance qui est en lien avec des symptômes. Voilà, et on peut passer à côté d'une bonne compréhension de ce trouble. Donc pour l'instant, et pendant peut-être encore quelques années, il s'appelle TDAH. Il y a encore des personnes qui disent TDA pour enlever l'hyperactivité quand il n'y a pas d'hyperactivité, mais selon moi, l'hyperactivité, qu'elle soit motrice ou cognitive, elle est quand même présente. Donc c'est des moments et c'est pas tout le temps. Ça aussi, ça va fluctuer. On Donc voilà entend un petit peu. souvent, on entend souvent l'hyperactivité aussi, qui est- Oui, qui est une référence dans oui, lequel... justement. Ouais. Bah, l'hyperactivité, c'est le H de TDAH et donc ça fait partie de la définition en fait. Et on peut retrouver une hyperactivité, mais on peut aussi avoir des enfants calmes, sans trop de mouvement,
enfin, voilà, ça peut arriver, même ça arrive souvent. Et c'est pas pour ça que le TDAH n'existe pas, c'est ça, Mhm. ou n'est pas présent. Qu'en est-il du diagnostic? Il y a un diagnostic qui tient la route. C'est- Alors, le diagnostic, c'est vraiment la partie très, on va dire, complexe de cette problématique. Alors, ça dépend d'où on vit et où on habite et forcément où, comment on peut avoir accès à des diagnostics. Le diagnostic, aujourd'hui, il est essentiellement clinique. Donc, ça veut dire que c'est des entretiens avec la plupart du temps des médecins qui vont pouvoir authentifier le diagnostic. Mais c'est donc une discussion clinique avec parfois des bilans à l'intérieur de cet espace de discussion, donc qui peut se faire sur plusieurs séances de discussion et de compréhension. Et c'est ça qui va amener au final un diagnostic. Donc, c'est vraiment un ensemble. On va reprendre la vie de la personne. Si c'est un diagnostic adulte, on va reprendre toute la partie de l'enfance et ensuite la partie de la personne adulte parce que ça va fluctuer tout au long de la vie. Et chez les enfants, et ben voilà, on fait la partie de la naissance jusqu'à l'âge de l'enfant et on a plusieurs outils à disposition pour pouvoir établir un diagnostic. Mais on ne peut pas faire un diagnostic de TDAH sur un simple bilan comme ça, où voilà, c'est un ensemble c'est un ensemble de symptômes qui vont être entendus et reconnus par des spécialistes du TDAH qui vont pouvoir amener à une forme de diagnostic. Et pour ça, et c'est toute la difficulté, il faut donc s'adresser à quelqu'un qui connaît très bien le TDAH parce que c'est quand même quelque chose de complexe. Très souvent, le TDAH ne vient pas seul. Il a donc des comorbidités qui sont des troubles psychiatriques ou bien d'autres troubles du neurodéveloppement. Et toute la difficulté, ça va être de définir qu'est-ce qui est du TDAH ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Il peut ressembler à d'autres particularités aussi. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et il y a quand même peu de personnes formées au TDAH spécifiquement. Euh, et c'est un vrai parcours du combattant que d'avoir un diagnostic et c'est pas simple. Est-ce que tu penses qu'on a tendance à mettre l'étiquette parfois dessus? Enfin, quand je dis on, les- Oui. la population, enfin même les psys ou autres, hein. Tu penses que Non, je pense que parfois. c'est plutôt le contraire. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont un TDAH et qui ne le savent pas. En tout cas, moi, c'est ce que je peux remarquer. Enfin, c'est ce qui me semble dans mon cabinet. C'est que, justement, on pourra en parler, mais il y a des personnes qui viennent consulter pour des problématiques extérieures au TDAH. Et quand on discute et quand on échange et quand on fait une anamnèse plus ou moins complète, ça dépend comment on travaille, mais je veux dire, elle peut être plus ou moins longue et qu'on a beaucoup d'informations, on pourrait se dire, là, clairement, on pourrait se poser la question pour un TDAH ou aller plus loin dans le diagnostic. Mais je vois plus ça que le contraire où on met des étiquettes parce que c'est très long de faire un bilan, c'est compliqué et c'est pas du tout quelque chose qui ce diagnostic de TDAH, il n'est pas facile à atteindre en fait. C'est toute une démarche complexe, longue et voilà, qui se fait souvent, même parfois sur plusieurs années, parce qu'il faut trouver la bonne personne et puis avancer. Donc, je ne pense pas que c'est une étiquette qui se met facilement. Je ne pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de gens qui rêvent d'avoir l'étiquette de TDAH parce que ça apporte pas beaucoup de... Enfin, ça n'apporte rien, en fait, d'avoir ce mot-là, à part si on en fait quelque chose et à part la compréhension de soi-même. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ce trouble et qui ne le savent pas et qui sont en recherche de comprendre comment il fonctionne et en souffrance de ne pas se comprendre et de ne pas être compris non plus par rapport à des problématiques qu'ils pourraient avoir. Tu parlais d'autres symptômes qui vont avec aussi. Tu analyses qu'il y a souvent qu'il y a eu des traumas dans l'histoire, dans le chemin de vie, ou est-ce que c'est en cohérence, en concordance? Alors, si une personne a un TDAH, il est quand même probable qu'il y ait des traumatismes en conséquence de ce trouble, c'est-à-dire que le TDAH amène des possibilités de traumatisme.
C'est-à-dire qu'avoir un TDAH qui se développe dans l'enfance et qui est présent dans l'enfance, comme toujours, hein, mais qui se manifeste, c'est ça que je voulais dire, qui se manifeste dans l'enfance et qui est assez fort, va certainement apporter des traumas, que ce soit au niveau scolaire, au niveau des relations sociales, au niveau, après, à l'adolescence, ça peut amener des conduites à risque. Donc, on peut avoir des traumas même physiques avec beaucoup de problèmes médicaux comme, je ne sais pas, des bras cassés, des traumatismes crâniens ou des choses comme ça, qui peuvent, parce qu'il y a plus de conduite à risque en général. Donc, en fait, si tu veux, le TDAH peut amener des traumatismes, mais est-ce que ta question, c'était, est-ce que le traumatisme, à la base, développe le TDAH? C'était ça ta question? Ouais, tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a une grande partie qui est certainement génétique. On n'a pas encore toutes les compréhensions du TDAH, hein. Il faut bien comprendre que chaque année qui passe nous apporte plus de compréhension. Même si c'est quelque chose qui est identifié depuis très longtemps et qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on peut lire dans la littérature médicale et qui est étudié et vraiment qui est très bien étudié, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses. On sait qu'une grande partie est plutôt transmise de manière génétique, mais après, il est possible que les traumatismes développent des difficultés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme il y a ce côté héréditaire, souvent, les enfants qui ont un TDAH ont souvent un ou deux parents qui, eux, ont également un TDAH, qui ne le savent peut-être pas. Et au niveau familial, c'est un peu plus, ça peut être plus compliqué, ça peut même être explosif, voire très explosif. Et certains traumas peuvent arriver à ce moment-là, mais quand même enfin, ils arrivent en conséquence de ce trouble qui était déjà présent. Aujourd'hui, on ne sait pas complètement dire si un trauma peut déclencher un TDAH, mais on part plutôt sur une identification plutôt héréditaire qui peut être transmise comme ça. Et bien sûr, les traumatismes vont ben, déclencher d'autres difficultés qui vont s'accentuer. D'accord. Et toi, tu en es venu comment à cette spécialisation? Comment tu t'es spécialisé dans le TDAH? Qu'est-ce qui... Alors, je ne me suis pas du tout spécialisée, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon cabinet et puis, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que, enfin, assez rapidement, moi, je suis spécialisée enfants et ados. Donc, je recevais beaucoup d'enfants et d'adolescents parce avant d'être hypno, j'étais éducatrice. On fait des ados un petit peu compliqués qui sont un peu toujours sur le fil ou qui ont voilà, des problématiques particulières ou des familles que j'ai pu accompagner qui étaient en grande difficulté. Quand j'ai ouvert mon cabinet, je pense que ben, forcément, c'est ces enfants-là et ces adolescents-là qui sont venus. Et dans cette population, eh bien, il y a beaucoup de familles ou d'enfants avec des problématiques de TDAH ou d'autres troubles du neurodéveloppement. Et je pense que ça n'a pas du tout été une volonté de ma part, mais ça s'est fait un peu comme ça. Donc, je n'ai jamais affiché, d'ailleurs, je n'affiche pas que je suis spécialiste, je ne me sens pas non plus spécialiste, c'est simplement la vie qui a fait que j'ai eu beaucoup de demandes de ce type-là. Alors, je travaille beaucoup par rapport au TDAH et par rapport à l'autisme. Et comme c'est parfois imbriqué l'un et l'autre, voilà, j'ai beaucoup de ces enfants-là, ces familles et de ces adultes aussi. Et donc, j'ai trois enfants qui sont aussi touchés par ces troubles du neurodéveloppement et j'ai moi-même un TDAH, mais que j'ai découvert très récemment, bien après avoir fait toutes ces formations et voilà. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt les personnes qui sont venues à moi. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de personnes dans mon cabinet qui m'ont donné un bon échantillon pour pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passait, d'y réfléchir, de creuser, de me former beaucoup aussi, un peu, à gauche, à droite, enfin, de prendre tout ce qui était possible. Et voilà. Et c'est comme ça que finalement, aujourd'hui, je dirais que 80% des personnes qui viennent ont des troubles du neurodéveloppement ou des troubles psychiatriques autres ou imbriqués. Mais voilà, j'ai jamais défini spécifiquement ça comme ça. C'est un petit peu ce chemin de vie qui s'est fait Enfin, naturellement. c'est la vie qui t'a amené. Voilà. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, par rapport à l'hypnose, du coup, le lien que tu fais, Oui.
Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'hypnose et le TDAH? Je trouve que le TDAH et l'hypnose, c'est passionnant en fait de parler de ces deux choses de manière liée. D'autant plus que quand, donc moi j'ai fait pas mal de formations d'hypnose pour moi variées et je me rendais compte que c'était pas, enfin il y a certaines choses en hypnose qui ne me conviennent pas du tout. Mais je savais pas que j'avais un TDAH à cette époque-là. Et donc je me disais toujours, mais pour les autres ça a l'air simple. Mais moi alors, je rentre très facilement en hypnose, c'est très facile pour moi. Mais par contre, il y a des choses qui me font automatiquement sortir de l'état hypnotique et même qui m'agressent en fait. Et donc, avant de donner des formations sur le TDAH et avant vraiment de développer cet aspect-là, quand moi-même j'ai ouvert mon cabinet avec les enfants, c'est venu naturellement de pratiquer une forme d'hypnose qui me correspond parce que je pense que on fait tout ça. Et je me suis mise dans une forme d'hypnose qui était très pratique, directement en mouvement, alors avec les enfants. Et puis, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'avec les adultes, c'était très bien aussi. Et puis, finalement, en prenant connaissance des particularités du TDAH, je me suis rendu compte que parfois, avec l'hypnose, on empêchait ou on mettait en difficulté ces personnes par des choses qui étaient simples en fait à faire autrement. Je vais donner un exemple pour être concrète. Par exemple, il y a des personnes qui ont un TDAH. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ont un TDAH. Quand elles pratiquent l'hypnose, elles préfèrent garder les yeux ouverts. Parce que l'hyperfocalisation, c'est-à-dire le fait de rester concentré, qui est quelque chose qu'elles savent bien faire, mais qui doit passer par un chemin spécial, en ouvrant les yeux, c'est plus facile pour certains. Et donc, eh bien, simplement en demandant de fermer les yeux et par exemple en faisant une détente du corps, où on va détendre chaque partie du corps, ça c'est typiquement un truc qui, pour moi, me rend dingue en une seconde. Et donc, je le vois aussi chez des patients. Et donc, ça, c'est des petites choses qu'il va falloir aborder autrement, c'est-à-dire faire une induction différente ou bien permettre d'ouvrir les yeux, mettre du mouvement dans nos techniques, switcher des techniques rapidement ou avoir un rythme différent. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui finalement, en passant énormément de temps avec des gens différents qui ont un TDAH, parce que mon TDAH ne ressemble pas aux autres, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir des connaissances sur justement ce fonctionnement, les problématiques, pour pouvoir leur permettre d'accéder à l'hypnose, qui est un outil qui leur convient très bien en fait. Si on l'ajuste un tout petit peu et si on comprend pourquoi on l'ajuste. Donc voilà, c'est ces petites choses-là qui me semblent importantes à transmettre, d'autant plus que je pense qu'en étant hypno, on a énormément de populations avec un TDAH, soit qu'ils le savent, soit qu'ils ne le savent pas, puisque il peut y avoir beaucoup de symptômes qui amènent des problématiques qui poussent à consulter justement un thérapeute ou une thérapeute ou un ou une hypno, quoi. C'est intéressant. Quand tu dis en mouvement, est-ce que tu peux développer un exemple ou qu'est-ce que tu entends dans mouvement par rapport à l'hypnose? Oui. Alors, par exemple, alors avec les enfants ou les adolescents, je peux très bien faire une hypnose où la personne, elle va bouger, ça pose pas de problème. J'ai pas besoin d'avoir. C'est ce que j'explique en formation, c'est que la détente, elle est personnelle à chacun. Moi, la détente, ça va pas être dans le non-mouvement. Moi, la détente, ça va être, pour moi, me détendre, ça va être, par exemple, d'avoir un mouvement ou de bouger ou de faire quelque chose, me détendra plus que le non-mouvement. Ce que j'ai entendu souvent en formation d'hypnose, c'est qu'on va mettre une personne, je sais pas, soit couchée, soit semi-couchée ou même assise, peu importe, et on va lui proposer de se détendre, mais d'une seule manière, en fait, en écoutant quelque chose sans bouger. Alors que si on autorise le mouvement, alors on peut le provoquer ou on peut simplement le laisser se mettre en place. Avec des enfants, c'est vraiment différent parce que je vais vraiment pratiquer l'hypnose parfois en courant dans le cabinet ou les pieds en l'air et voilà. Avec les adultes, moins évidemment. Enfin, évidemment parce qu'ils ont une meilleure maîtrise et ils se connaissent mieux. Et en général, on arrive à cette hyper-focalisation assez facilement, mais pas forcément dans la même forme de détente qu'on pourrait l'entendre et qu'on l'attend de manière générale. Voilà. La détente pourrait être angoissante, tu penses? Ou Ah oui, c'est ce que oui. tu as analysé?
Par exemple, il y a une grande particularité dans le TDAH, c'est l'anxiété. L'anxiété est un symptôme très fort et encombrant dans le TDAH. Et par exemple, de devoir rester sur un fauteuil en sachant que le mouvement va permettre à l'hyperfocalisation d'être maintenue. Donc, cette attention qui est fluctuante, elle va pouvoir être souvent contenue ou maîtrisée par la personne par le mouvement. Et donc, quand on va lui demander de rester immobile, ou qu'on sous-entend que c'est, voilà, ou qu'on fait une suggestion comme quoi ce serait bien de se détendre en étant au bord d'une plage et en regardant, je ne sais pas moi, l'horizon et où il n'y a rien qui se passe, ça peut être une grande forme d'anxiété pour certaines personnes. Et donc, c'est contre-productif à ce qu'on essaye de faire. Alors que si on va la laisser se détendre de manière naturelle, comment elle, cette personne se détend, elle va réussir à trouver ce confort du corps et de l'esprit qui va permettre alors de faire la séance. Et de bien comprendre que finalement, si on rend à la personne la possibilité de se détendre à sa manière, et qu'est-ce que ça veut dire la détente, eh bien, elle va trouver par elle-même. Si elle a besoin de se détendre et de rentrer en hypnose en visualisant qu'elle tourne en rond en vélo ou qu'elle fait une balade en vélo à toute vitesse, c'est complètement OK. On a cette hyper-focalisation à ce moment-là. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, ce processus, cette approche, tu le vois aussi chez les adultes. Alors, Oui, tu disais peut-être un peu complètement. différemment, mais Oui, tu as la même approche. j'ai dit que j'étais spécialisée pour les enfants et les adolescents, mais parce on n'est pas tous spécialisés pour les enfants et les adolescents. Donc, c'est vrai qu'une grande partie de mes consultations sont pour les enfants et les adolescents, mais je reçois aussi beaucoup d'adultes. Donc, je ne fais pas uniquement les enfants et les adolescents. Et les séances adultes, elles ont aussi alors, c'est variable, hein. Il y a c'est moi qui m'adapte. Donc, si les personnes, elles ont besoin de se détendre vraiment dans une forme d'immobilité, avec une longue induction qui va durer, ou quelque chose qui les enveloppe, je peux le faire. Mais parfois, avec des adultes, ça va très rapidement, c'est quelques secondes, et hop, on est parti. L'induction, elle est très peu, enfin, elle se définit très peu, et on peut tout à fait avoir accès à cette hyperfocalisation très facilement. Mhm. Par rapport à l'hypnose, donc les demandes qui sont présentes, est-ce que c'est directement lié au TDAH ou parfois ça va être sous-jacent en première instance, enfin en premier rendez-vous, ou est-ce que tu as des demandes directes, je sais pas, peut-être des psys ou autres qui t'envoient, ou d'eux-mêmes, enfin les parents ou autres, qui viennent te demander pour travailler sur le TDAH en lui-même? Alors, c'est variable. Je travaille beaucoup avec les pédiatres. Donc, les pédiatres m'envoient en général les enfants quand il y a ou les familles spécifiquement. Ça peut être soit c'est un enfant qui a déjà un diagnostic de TDAH et donc il va venir et on va voir. Moi, ça me dit rien en fait. S'il vient pour une problématique de TDAH, ça me dit pas pourquoi il vient. Parce qu'en fait, le TDAH, je vais rien en faire. Ça me donne juste une vision globale sur laquelle après, il va falloir que je découvre quelles sont les problématiques. Parce que le TDAH ne veut rien dire en soi. Le TDAH, c'est juste un ensemble de possibilités de symptômes et il va falloir voir quels sont les symptômes qui sont présents dans ce mot qu'on appelle TDAH. Donc parfois, on me les envoie et les parents ils viennent en me disant, ben voilà, le pédiatre m'a envoyé mon enfant a un TDAH, donc je viens vous voir. Et là, ça va être mon travail de creuser, de savoir, oui, mais quel est le problème? Parce qu'on peut avoir un TDAH et pas de problème. Donc en fait, qu'est-ce qui vous amène à consulter? Est-ce qu'il y a de l'impulsivité? Est-ce qu'il y a des problématiques à l'école? Est-ce qu'il y a des problématiques de sommeil? Est-ce qu'il y a des problématiques avec les copains, les copines? Est-ce qu'il y a des problématiques avec l'alimentation? Pour les adolescents, est-ce que du coup, il y a des conduites à risque? Est-ce que l'impulsivité, elle est très présente et du coup, ça a amené très loin dans la famille? Dans ce cas-là, ça va être une autre approche que l'hypnose qu'on peut proposer aussi, qui va être l'accompagnement parental, où vraiment là, on va accompagner aussi les parents à pouvoir être au mieux avec leur enfant dans l'éducation et dans le quotidien, parce que voilà, les enfants qui ont un TDAH, ça peut aller parfois loin, les adolescents aussi. Donc, ça, c'est pour ceux qui viennent avec cette connaissance du TDAH.
Et parfois, j'ai des enfants qui viennent parce qu'ils sont anxieux, manquent de confiance en eux, ils se trouvent nuls, ils n'arrivent plus à dormir, ou alors phobie scolaire, ce que je vois le plus, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à aller à l'école. Et dans ce cas-là, par exemple, ça peut arriver que le TDAH n'a pas été identifié. Et c'est l'ensemble de ces symptômes que vont me décrire les familles qui peuvent après me pousser à dire, ben voilà, ce serait peut-être intéressant que vous alliez un peu plus loin pour aller chercher un diagnostic pour voir si effectivement il y a un TDAH qui ne changera pas mes séances, mais qui permettra d'avoir des aménagements ou une bonne compréhension par la suite du fonctionnement de l'enfant. Et chez les adultes, c'est la même chose. J'ai des adultes, chez les enfants, aujourd'hui, je dirais que le TDAH, il y a quand même pas mal d'enfants qui sont diagnostiqués parce que ça se voit ou ça peut se percevoir. Voilà. Je dirais que chez les adultes, c'est pas du tout la même histoire. Il y a peu d'adultes qui ont un diagnostic de TDAH et donc je reçois beaucoup de personnes adultes qui sont dans un parcours de vie très compliqué, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et en fait, tous les symptômes du TDAH sont présents. Et donc là, la même chose, soit eh ben, j'avance avec eux et on va voir les symptômes, ou alors je peux proposer de dire, bah, ce serait intéressant pour vous d'aller faire un bilan pour aller voir ce qu'il en est, et on peut continuer à travailler à côté, hein, en attendant que le bilan soit fait, sur les symptômes vraiment, qui peuvent être l'anxiété justement, ou plein d'autres choses, des conflits familiaux ou plein d'autres problématiques. Justement, par rapport à ces symptômes, est-ce qu'il y a une liste récurrente, enfin, ou en tout cas que tu vois Oui, régulièrement? Si tu peux une nous liste exposer. qui est tellement longue qu'en fait, elle englobe toutes les particularités de ce qu'on peut avoir en séance. Ça fait toujours rire quand j'explique ça en formation, c'est-à-dire que, en gros, si je te dis, alors, troubles du sommeil, anxiété, problématiques d'organisation, ça peut être burn-out, problématiques au travail, là je parle pour les adultes, hein, troubles alimentaires, addiction de toute forme, difficultés de couple, parce que des couples qui ont un TDAH avec des fonctionnements, ça peut être, enfin, suivant les fonctionnements, ça peut être vraiment explosif, tous les troubles du sommeil, qu'est-ce que j'ai pas dit, les troubles en lien avec la sexualité également. Donc en fait, on englobe la totalité des demandes quasiment qui nous sont faites en cabinet. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment que tu fais la part des choses, Ouais. tu te dis, bon, bah là, ok, potentiellement, s'il n'y a pas eu un bilan, on est dans du TDAH, ou soit pas du tout. Est-ce que tu as une Oui, grille de lecture, ou en tout cas oui, c'est d'aller voir l'ensemble. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour un trouble du sommeil, euh, c'est dommage de s'arrêter au questionnement en lien avec le sommeil. C'est-à-dire que la personne, elle vient au cabinet, c'est parce qu'elle a une problématique en lien avec le sommeil et elle aimerait régler ça. Donc, en fait, instinctivement, ces personnes, souvent, ça leur vient pas à l'idée d'aller dire les autres domaines de leur vie qui sont aussi impactés parce qu'ils ne font pas le lien. Vu qu'il n'y a pas le TDAH qui englobe tous les symptômes, ils vont s'arrêter à j'ai une problématique de sommeil. Si tu leur poses pas d'autres questions, ils vont pas te dire qu'à côté de ça, ils en peuvent plus au boulot, ils sont en train de se séparer parce qu'avec leur conjoint c'est super compliqué, qu'ils ont des troubles alimentaires depuis toujours et qu'ils se sentent hyper impulsifs et qu'après ils s'envolent et qu'ils ont une peur incroyable d'arriver en retard au rendez-vous, ou bien ils sont toujours en retard et ça pose problème. Ou alors, tu vois, en fait, eux, ils viennent et ils vont te parler de la problématique du sommeil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'élargir, et avec ça vient avec l'habitude et avec les connaissances spécifiques du TDAH, c'est que quand on a le symptôme pour lequel la personne vient, mais que quand on pose des questions, on a euh, toutes les autres cases qui sont cochées, on peut quand même se dire, tiens, et s'il n'y avait pas quelque chose de plus global dont la personne n'a pas conscience. Et la personne, ses défis, c'est tout ça dans la journée. C'est d'être à l'heure, c'est de combattre son anxiété, c'est de gérer ses troubles alimentaires, peut-être d'autres addictions, enfin voilà. Si il n'y a qu'une seule problématique de sommeil, mais que tout le reste est cool, c'est-à-dire non, vie de famille, tout va bien, les enfants, ça va nickel, il n'y a pas eu de problématique pendant la scolarité, au boulot,
tranquille, j'ai des amis, tout va bien. C'est juste ce truc du sommeil. OK, on sort du cadre du TDAH. Ou en tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas voir. Mais les personnes viennent rarement expliquer le reste pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas fait le lien et aussi parce qu'ils ont honte de certains comportements qui sont liés au TDAH et dont ils ne parlent pas généralement. Et donc voilà, quand on connaît bien ça, on peut poser quelques questions qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus globale. Donc ce que je veux dire, c'est que souvent, il faut faire un peu un pas en arrière pour voir un petit peu au-delà de ce pourquoi la personne vient. Ouais, du coup, dans ce que tu dis, je suppose que le recueil d'informations, l'anamnèse, elle est importante dans Oui, ton accompagnement. pour moi, elle est importante et il y a des signes qui ne trompent pas. Enfin, je veux dire, je ne fais pas un diagnostic sur une anamnèse, jamais. Mais par contre, c'est vrai qu'en posant quelques questions, donc j'ai aussi un questionnaire que je fais remplir avant. Si par exemple, la personne, elle vient et qu'elle m'a déjà notifié parce que je le demande dans mon questionnaire et qu'elle me dit qu'elle a déjà 2 enfants qui ont un TDAH, et que, par exemple, je ne sais pas, elle est suivie par un psy et que du coup, je vais pouvoir demander pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé ou qu'elle prend d'autres médicaments pour d'autres choses, ça va me donner quand même, voilà, c'est des indices en fait qui vont me permettre de dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, je vais toujours demander, et alors la scolarité, c'était comment? Juste pour savoir si la personne, elle te répond, c'était chaotique. Voilà, il y a des signes quand même qui ne trompent pas qui me permettent de me dire on est peut-être dans un contexte de TDAH et on verra. On n'a jamais besoin de toute façon de le dire dès la première séance. Hmm. Mais ça permet quand même d'avoir des informations supplémentaires. Ah oui. Puis bah, après, il y a l'expérience, l'expertise, hein, finalement, Oui, qui s'est mis en place avec les années. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire que tu pourrais conseiller justement aux hypnothérapeutes, aux praticiens, donner des tips, des conseils à ceux qui ne s'y connaissent pas forcément ou qui découvrent, hein, ou qui bien connaissent sûr. de loin? Ce que je veux dire déjà, c'est qu'on ne peut pas tout connaître en tant qu'hypno, on ne peut pas tout savoir. Donc, on ne peut pas avoir les informations sur toutes les formes de pathologie qui peuvent exister. Donc, j'entends très bien. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le TDAH, c'est quand même très représenté dans la population, d'autant plus dans la population qui va demander de l'aide. Donc, il faut garder en tête qu'ils sont nombreux dans nos cabinets. Je pense que la première des choses, c'est le non-jugement, c'est-à-dire de ne pas avoir une idée préconçue sur qu'est-ce que c'est que le TDAH, avec 3 trucs qu'on a entendus à gauche, à droite, et de se dire et de penser que c'est un manque de volonté de leur part. Je pense que c'est ce que j'entends le plus. Par exemple, on va dire aux enfants, ah mais c'est quand même dingue, quand tu es devant tes jeux vidéo, tu arrives très bien à te concentrer, alors par contre, pour faire tes devoirs, alors là, il n'y a plus personne. Bien sûr, c'est la problématique principale du TDAH, c'est-à-dire que l'enfant, à cause d'un dysfonctionnement très certainement au niveau des neurotransmetteurs, il n'a pas cette compétence pour être focalisé dans un sujet qu'il n'apprécie pas ou qui ne fait pas vibrer. Et donc, forcément, c'est pas qu'il n'y met pas du sien, c'est quelque chose sur lequel il n'a pas de prise, il ne peut rien faire sur ça. Par contre, ce qu'on peut faire nous en tant qu'hypno, c'est de proposer cet intérêt et de faire vibrer nos séances pour que la personne elle puisse avoir cette hyper-focalisation, justement. Et c'est de se dire, proposons aux enfants des séances ludiques et qui vont dans leur fonctionnement, parce que le TDAH, ce n'est pas que des dysfonctionnements, c'est aussi des choses qui vont bien, c'est des enfants et des adultes très créatifs, qui sont souvent leaders, partants, qui sont pleins d'énergie, qui sont volontaires, sur lesquels on peut compter. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et c'est ne pas avoir en fait le TDAH comme quelque chose d'une mauvaise volonté. Et ils nous mettent en difficulté, hein. Je veux dire, moi, quand je suis en face de quelqu'un qui a un TDAH ou pas, d'ailleurs, c'est la même chose, hein, et que ça ne fonctionne pas, je me dis, c'est à moi de trouver comment aller susciter assez d'intérêt pour pouvoir amener cette focalisation qui va venir naturellement dès que j'aurai trouvé son centre d'intérêt, ce truc dans lequel il va être hyper focalisé. Mais par exemple, j'ai des personnes qui sont venues dans mon cabinet en me disant l'hypnose, ça ne marche pas pour moi parce que l'hypnose, il m'a répondu que
j'arrivais pas à me détendre ou que j'arrivais pas à visualiser ce qu'il me disait, j'étais tout le temps dans mes pensées. Et ben du coup, c'est mal connaître le TDAH parce que justement, il suffisait de se décaler pour aller le chercher là où il est. Et c'est pas toujours simple, mais c'est possible. Donc vraiment, il y a cette histoire de jugement. Et puis, il y a cette histoire de nous, praticiens, aller vers l'autre et de ne pas attendre que l'autre s'adapte. Parce que la vie d'une personne qui a un TDAH, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, c'est toujours dans l'adaptation, en tout cas une grande partie de la journée, que ce soit à l'école, au travail, avec les autres. Et si c'est pour venir chez l'hypno et se suradapter encore, ça commence à devenir compliqué. Mais alors ça, Voilà. ce que tu dis, c'est valable pour tous les Ouais, accompagnements, mais encore plus, bien certainement, sûr. ce C'est pour sens-là. ça que je ne fais pas de différence entre les accompagnements TDAH ou les accompagnements sans Bien sûr. TDAH. C'est-à-dire que au final, c'est valable pour tout le monde, ce que je dis là. Mais Enfin, surtout sur le point d'aller dans leur ouais, sens. Après ce que tu disais avant, on voit des différences, ne serait-ce que par rapport à induire l'induction, tout ça, on voit bien que ce que tu conseilles est très intéressant parce il faut le savoir, il faut aller aussi dans ce sens-là aussi, comme on disait. Au début, ça peut être angoissant, etc. Donc ça, c'est ça. il y a un sujet aussi que tu n'as pas parlé, enfin, que tu viens d'évoquer, mais enfin, que tu as survolé, c'est la créativité. Je suppose que tu t'en sers souvent, surtout avec les enfants, ou peut-être le dessin, Oui. peut-être d'autres choses que tu amènes. Alors, je dirais que la créativité, c'est ce qui est le plus présent dans mes séances. On pourrait croire que l'hypnose est peu présente parce que c'est pas ce qui se voit en premier, mais l'hypnose, elle est toujours présente. Alors, pas forcément dans l'entièreté de mes séances, mais je veux dire, quand je pratique l'hypnose, je sais qu'il y a un moment d'hypnose qui est présent à ce moment-là, mais il va pas forcément, en fait, il va être souvent détourné par enfin, apporté par de la créativité. Alors, j'utilise assez peu le dessin. J'utilise plutôt le mouvement, les figurines, les jeux, les choses comme ça, et surtout les intérêts des enfants. Donc, voilà, je vais partir, je me renseigne vraiment sur qu'est-ce que l'enfant aime, et je vais partir de là pour développer toutes les possibilités en lien avec cet accompagnement. Avec les ados, c'est un peu la même chose aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire des séances très courtes, très rapides. Enfin, la séance, elle va durer le temps de la séance, mais les moments d'hypnose, ils peuvent être très courts et on peut faire vraiment beaucoup de fractionnés, c'est-à-dire entrer et sortir de l'état d'hypnose très rapidement. La grande force des personnes qui ont un TDAH, c'est la rapidité. Et donc, j'ai des personnes qui peuvent venir en séance et qui, en très peu de temps, vont voilà, faire ce qu'il y a à faire ce jour-là, alors que d'autres personnes auraient mis beaucoup plus de temps parce que chaque chose, et puis une autre, et puis une autre. Alors qu'une personne qui a un TDAH, elle peut aller droit au but directement. Et c'est cette créativité, c'est-à-dire ils savent quoi faire. Il y a toujours quelque chose qui vient. L'imaginaire, il est débordant, il est rigolo, il est riche. Et à partir du moment où on l'enclenche, alors, en général, c'est très productif et ça leur fait plaisir. Et je rappelle ce que j'expliquais au début, à partir du moment où ça fait plaisir à la personne, l'hyperfocalisation s'active et alors là, on peut bosser, Oui. c'est encore plus facile en fait. Mais il faut atteindre ce truc-là. Mais comme c'est très facile, parce que c'est des gens très créatifs qui ont l'habitude d'être dans leur imaginaire, d'être dans des trucs un peu fous, un peu dans des trucs. Donc c'est dans cet ordre-là que la créativité, elle est très importante. Sortir du cadre, ils ont l'habitude et c'est les premiers partants. Et dans ce que tu dis, je pense, alors ce qui est primordial aussi dans les autres séances, c'est l'alliance Oui, thérapeutique, le cadre finalement qui amène aussi ce confort après, et oui. se laisser aller à la découverte aussi. Je pense que ça, Souvent, les gens qui ont un TDAH me disent que dans leur vie, ce qu'on peut entendre, c'est qu'ils ont été beaucoup en échec. À l'école, on leur a dit c'est pas assez bien, c'est pas assez bien présenté, c'est fait trop vite, tu t'es pas concentré, voilà, c'était pas, c'est brouillon. Après, dans la vie professionnelle, c'est ah mais t'as encore oublié ci ou t'as oublié ça ou ah ben je t'avais demandé ça et tu l'as pas fait. Et donc cette anxiété, elle est souvent en lien avec ça, c'est que les personnes ont complètement conscience qu'ils ont des manques et qu'ils ne sont pas Mm. performants. Donc, ça peut activer une anxiété de performance, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Et quand ils arrivent dans nos cabinets, ils arrivent avec cette anxiété de performance. Et je la sens en premier coup, c'est que genre, ouais, mais attends, elle va me demander des trucs, encore une fois, Mhm. je vais répondre à côté. J'ai des patients qui me disent, quand on commence à discuter, ils me disent, attends, je me souviens plus ce que tu m'as dit, parce que c'est-à-dire que si je fais des longues phrases, ils ont déjà oublié ce que j'avais dit. Mais comme moi, j'ai aussi un TDAH, et ben, en fait, on rigole beaucoup, parce que des fois, je dis, attends, je me souviens plus, tu m'as demandé quoi? Ça libère un peu, et ils voient que je suis imparfaite, que j'ai aussi des oublis. Et je pense que ça les tranquillise beaucoup. C'est qu'il n'y a pas d'attente, en fait, dans le cabinet. Ouais, ça, c'est génial. Et dans ce que tu dis, on voit aussi que euh, ils sont experts dans d'autres choses. Oui, Généralement, ce que j'ai pu ouais, voir même autour de moi, c'est que généralement, c'est ça. ils ont des passions très, très développées Ouais. ou ils sont très bons Et ils ont des compétences pour rebondir, pour trouver des solutions, pour emmener un groupe, pour et ça, c'est ce que je travaille le plus avec les hypnos justement, c'est pour bien sûr qu'il y a des difficultés. Je suis pas en train de dire c'est génial d'avoir un TDAH, ayons tous un TDAH, la vie sera merveilleuse, pas du tout. C'est c'est lourd et c'est très difficile, mais il y a aussi à partir du moment où on arrive à voir qu'est-ce qu'ils ont chez eux à développer et sur lequel ils vont pouvoir dans la balance se dire ok, moi, je suis pas bonne en organisation. Moi, je suis, par exemple, je vais parler de moi, je suis spécialiste pour mettre deux rendez-vous sur le même créneau horaire. Mes patients, ils le savent. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ça fait même pas de moi une mauvaise hypnose. Ça fait quelqu'un de moi qui fonctionne avec une façon différente de fonctionner et qui parfois, je me trompe. Et par contre, j'ai d'autres qualités que cela. Je suis très créative, je peux rebondir. Et quand j'ai deux personnes dans la salle d'attente, aujourd'hui, je peux en rigoler. Mais il y a quelques temps, il y a quelques années, non. Mais parce que je sais comment je fonctionne et que ça ne me définit pas comme quelqu'un d'incompétente, eh bien, je peux rebondir sur d'autres choses. Et ça, c'est une qualité des personnes qui ont un TDAH souvent. Mais parfois, il faut creuser pour aller dépoussiérer ça et il faut leur remontrer parce qu'ils n'en ont pas conscience, parce qu'ils ont entendu pendant des semaines, voire des années, tout ce qu'ils ne savaient pas faire. Mais ils ne savent plus voir tout ce qu'ils savent faire. c'est une autre façon de fonctionner, mais très, Mm. très émotif aussi, comme tu Oui. m'expliques. Est-ce que, est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que je te pose, que je t'ai pas posée, ou qui pourrait... Euh, Oui, ben, en fait, la question souvent, mais alors pourquoi, ce qu'on me demande souvent, et je trouve ça important de comprendre, c'est pourquoi, si nous, on ne peut pas faire de diagnostic en tant qu'hypno, à quoi ça sert de connaître le TDAH? Euh, et je le dis, je veux dire, c'est pas pour faire de la pub parce qu'il y a plein de MOOC gratuits, il y a plein, c'est accessible. Quelqu'un qui veut avoir des informations sur le TDAH, il peut en trouver de manière gratuite, mais ça demande juste effectivement, d'aller se renseigner, d'aller chercher les informations. Il faut aller les chercher. Mais alors, on pourrait se dire, bah, pourquoi? Moi, c'est pas mon domaine. J'en ai pas. J'entends souvent des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas de personne avec un TDAH. Et je réponds, tu n'as pas de personne avec un TDAH reconnu et défini. Mais si tu avais des connaissances, tu pourrais savoir comment tu peux l'accompagner en respectant ses particularités. C'est-à-dire que si tu as en face de toi quelqu'un qui a des difficultés d'impulsivité, l'impulsivité qui est spécifique au TDAH dans beaucoup de situations, elle va impacter beaucoup de domaines dans la vie. Et ça va être important d'aller les rechercher et d'aller les comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic pour ça. Il suffit de savoir que l'impulsivité elle est présente, d'aller chercher les différents endroits pour aller faire un travail émotionnel qui va aider la personne. Parce que dans le TDAH, j'en ai pas parlé parce qu'il y aurait des choses à dire pendant des jours, mais en fait, dans le TDAH, il y a très souvent aussi une dysrégulation émotionnelle avec des émotions plus fortes, plus intenses et plus longues. Euh, et donc, tout ça, ça se mélange en fait. Et il ne suffit pas de dire oui, il bah, faut se calmer ou il faut. L'impulsivité, elle est débordante et elle fait partie de tout ça et elle impacte différents domaines de la vie. Et je pense que les hypnoses sont la première ligne pour ça et pour avoir. Après, tu peux utiliser les techniques que tu connais en tant qu'hypno. Mhm. Ouais. Non, mais c'est passionnant, c'est intéressant. Et justement, pour rebondir à ce que tu dis, toi, tu formes depuis quelques années. Tu formes même peut-être certains cliniciens, tout ça, si j'ai bien compris, ou en tout cas, tu donnes... Alors en fait, cette formation sur le TDAH, elle est venue un peu parce que je me suis rendu compte que dans le monde de l'hypnose, il n'y avait pas grand-chose au sujet du TDAH.
En tout cas, à l'époque où je l'ai proposé, maintenant, je n'ai pas forcément les infos, mais en tout cas, on me posait beaucoup de questions. Alors évidemment, ce n'est pas une formation hypnose, vraiment. On parle beaucoup d'hypnose qui est destinée aux hypnos, mais qui va surtout expliquer ce que j'explique là en un moment. Et franchement, je pense que c'est pour ça que ces moments d'échange, ils sont importants pour que tout le monde puisse l'entendre et aller chercher les informations là où ils le souhaitent, mais qu'ils puissent intégrer ça à leur pratique. Et après, il y a des gens justement qui ont décidé d'aller plus loin et d'aller comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'impulsivité, qu'est-ce que ça veut dire une attention fluctuante, comment on peut faire une induction, qu'est-ce qu'on peut faire comme technique d'hypnose pour faire des petites choses rapides et qui vont convenir, comment on peut accompagner une famille, à quel moment on accompagne l'enfant, à quel moment on accompagne les parents. Ça, c'est voilà, ça, c'est une formation qui dure 2 jours. Et puis après, j'ai d'autres formations qui découlent du TDAH. Par exemple, la phobie scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui ont un TDAH et qui, par exemple, sont en difficulté scolaire. Voilà, un refus scolaire anxieux, c'est le nom défini de la phobie scolaire, mais voilà, on peut utiliser plusieurs termes. Et très souvent, quand c'est compliqué au milieu scolaire, à un moment donné, l'anxiété du TDAH plus la difficulté du milieu scolaire se rajoute. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important que les gens qui soient en lien avec ces enfants soient formés pour comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on peut agir. Et donc, les formations les formations se font en ligne ou tu fais des ateliers aussi, hein, Alors, je fais toutes mes formations en visio, donc elles sont D'accord. toutes en visio. Alors, par exemple, dans les formations, j'en ai pas parlé, mais je ne vais pas m'étendre sur ça, mais quand tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants, tu vois, pour activer leur attention et pour hyper focaliser. Eh bien, par exemple, un de mes outils que j'utilise énormément, c'est les Pokémon, parce que Mm. les Pokémon, les enfants adorent, et c'est une richesse incroyable pour les enfants, on va dire, atypiques, avec des troubles du neurodéveloppement, donc le TDAH, mais aussi d'autres troubles comme l'autisme. Et donc, en fait, j'ai une formation qui va apprendre à utiliser ces outils-là, mais qui sont disponibles pour tous les enfants, en fait. Tous les enfants peuvent travailler avec les Pokémon, mais pour un enfant qui a un TDAH, on va hyper focaliser sur ses passions et on peut remplacer Pokémon par n'importe quoi d'autre s'il n'aime pas les Pokémon, bien entendu. Mais Mm. c'est de comprendre comment on peut utiliser l'hyperfocalisation. Donc ça, c'est une formation spécifique. Et ensuite, j'ai la formation TDAH. Bon, il y en a plusieurs. J'ai une formation ado et une formation sur l'accompagnement parental qui permet d'accompagner les familles. D'accord. Et puis la formation phobie scolaire qui peut être prise en charge, puisque je fais partie du coup de l'organisme Neurodif qui permet du coup une prise en charge qui peut être intéressante pour les hypnos. Et c'est une journée en visio et qui permet d'avoir tous les aspects en lien avec la phobie scolaire et justement comment on intervient et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. D'accord. Donc c'est bien comme ça permet aux gens, si tu veux bien donner ton site, ou en tout cas les personnes qui peuvent te contacter, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde, et puis ils pourront approfondir ce qu'on a Bien dit là, sûr. et puis te contacter. Donc, mon site, c'est sarahbonjour.com et dessus, il y a toutes les formations possibles. Ouais. Et je rajoute qu'il y a les miennes, mais que vous trouverez partout des MOOC. Donc, les MOOC, vous tapez MOOC TDAH. Oui, Il y en a un très bien à Genève qui est très bien, qui ne parle pas d'hypnose. Après, vous adaptez. Si, voilà, ce que je veux dire, c'est que des possibilités, il y en a. Moi, je fais vraiment le lien hypnose et TDAH, mais déjà d'avoir des informations sur le TDAH en soi peut Mm. nous aider à simplement adapter notre pratique. Et oui, le plus important, c'est d'être, comme tu disais, d'être au courant un minimum, de s'intéresser. Bon. C'est ça. Et de toute façon, je remettrai dans la description. Très bien. Bon, bah Sarah, je pense qu'on a fait le tour. Après, comme tu dis, on pourrait aller bien plus loin. C'est Oui, passionnant. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça va permettre, dans un premier temps, aux personnes d'en savoir plus, puis surtout de les pousser, j'ai envie de dire, à se documenter et aller plus loin dans la démarche aussi. C'est ça la base c'est aussi ça. aujourd'hui. C'est de dépasser ce qu'on peut entendre de manière générale, voilà, et d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui se joue derrière et comment on peut être un soutien pour ces familles et ces personnes qui ont besoin de comprendre comment ils fonctionnent et qui ont besoin d'un accompagnement qui leur convienne en fait.
Eh ben super. Tu aurais un mot de la fin à dire? Ben, merci en fait de m'avoir permis de Merci à pouvoir toi. échanger sur ce sujet parce que je pense que c'est des sujets justement qui ont besoin de visibilité, voilà, et que c'est toujours un plaisir de pouvoir en parler. Merci à toi, Sarah. Et puis, bah, à bientôt. Je vais couper l'enregistrement. Ok, Ouais, merci à toi.